Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rafler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après 2 semaines d'une Vuelta qui tient ses promesses, qui est assez serrée. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent sur les grands tours cette saison, mais on a seulement 1 minute d'écart entre le leader du classement général et son dauphin. Et ce leader du classement général, c'est pas forcément celui qu'on aurait attendu, c'est Ben O'Connor qui a pris le maillot rouge après sa victoire sur la 6ème étape qu'il avait remportée en échappée. Et l'Australien de Decathlon G2R a toujours la tête du classement général depuis. Mais, il reste cette dernière semaine, bien évidemment, avec notamment ce mardi on aura les lacs de Covadonga et samedi prochain la très grosse étape du Picon Blanco. Bref, qu'est-ce qui va se passer sur cette dernière semaine? Qu'est-ce qui a pu se passer? Quels sont les états de forme? Quel est l'état de la situation actuellement du classement général? On va voir ça avec nos 2 chroniqueurs du jour. Louis pour commencer. Salut Louis. Salut Mathieu et bonjour à toutes et tous. Et on est aussi avec Titouan. Salut Titouan. Hello Mathieu, hello tout le monde. Et bien voilà, vous avez le programme. Attention au départ, à Chasse Patate, c'est parti. Alors déjà, première question, histoire de rentrer tranquillement dans le sujet, pour ceux qui auraient pas forcément beaucoup suivi la Vuelta, peut-être en vacances, on sait que c'est le moment, et c'est pas forcément la Vuelta qui est le grand tour le plus facile à suivre avec cela. Qu'est-ce que vous retiendrez comme fait marquant, élément marquant de ces 2 premières semaines du Tour d'Espagne? Moi je retiendrai, au-delà d'O'Connor dont on parlera je pense un peu plus tard, je retiendrai le fait que Van Aert ait gagné 3 étapes en 2 semaines, et que c'est ses premières étapes de Grand Tour, je crois, hors Tour de France. Donc, triplé, domination, et le fait aussi qu'il est à la fois le maillot leader grimpeur et le maillot vert. Faut dire aussi que c'est son premier grand tour disputé hors Tour de France, Wout van Aert. Ouais, mais c'est quand même fort d'être son premier grand... Enfin, sa première Vuelta, c'est peut-être pas le grand tour le plus relevé, mais gagner 3 étapes, c'est quand même assez marquant, surtout qu'il revient d'une saison pas tout le temps évidente et d'un Tour de France plus transparent que ses précédents. Et 3 étapes dans un style différent aussi, parce qu'il gagne la 3ème étape au sprint, la 7ème c'est un sprint en petit comité, et ensuite il va gagner la 10ème étape en échappée face à Quentin Paché. Qu'est-ce que tu retiendrais d'autre que le triplé de Wout van Aert sur cette Vuelta? Et également ce qu'a fait Ben O'Connor, mais on aura l'occasion d'y revenir, je l'ai évoqué en introduction, c'est quand même un passage important du classement général. Qu'est-ce que tu retiendrais d'autre, Titouan? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Enfin, déjà le fait que on ait pas mal de favoris qui se tiennent encore en moins de 5 minutes. Et à ce stade de la course, après 15 étapes, on voit moins. Je pense au Giro, au dernier tour, où les écarts étaient bien plus importants à ce stade. Et c'est assez appréciable d'avoir un minimum de suspense et de se dire que sans qu'on s'ennuie, il peut toujours se passer un truc, et il peut y avoir une craquante, une attaque, enfin n'importe quoi. Je retiendrai ça. Et le fait qu'on ait enfin un grand tour ouvert, quoi, globalement, et d'avoir le suspense entre O'Connor qui peut craquer, Roglic qui peut craquer, Mas qui peut craquer, Carapaz, enfin tout le top 5 peut encore craquer. Donc je retiendrai ça, surtout à ce stade en tout cas. Ouais, ça fait pas mal de choses, en effet. Louis, qu'est-ce que tu retiendrais d'autres, ou peut-être les mêmes éléments que Titouan qui t'ont marqué sur ces 2 premières semaines du Tour d'Espagne? Ouais, je vais rejoindre Titouan déjà sur ce qu'il a cité. Moi, j'ajouterais également Pablo Castrillo. Ces 2 victoires d'étape, c'est quand même assez fou. Pour se rendre compte, je pense qu'on peut comparer ça à si Jordan Gégat avait gagné 2 étapes sur le dernier Tour de France. Enfin, c'est assez fou. Pablo Castrillo, ceux qui suivent le vélo, c'est forcément un nom qu'on a déjà un peu entendu quand même, mais pas de là à aller gagner comme ça sur la Vuelta 2 étapes avec 2 manières qui sont complètement folles. La première où il y a un contexte qui est particulier avec le
le décès du créateur de son équipe, donc Kern Pharma. Et puis la deuxième victoire, c'est devant Alexander Vlasov, enfin, excusez du peu, devant Pavel Sivakov, et puis une manière en plus complètement folle où il attaque au pied du dernier mur à 2 bornes. Là, c'est fou. Franchement, en termes de faits marquants, c'est pas forcément la tête du classement parce que c'est pas le général, etc. Et puis c'est pas un coureur qui est une énorme renommée, mais il est en train de se la construire comme il faut, là, sa renommée en Espagne. Il doit être adulé comme jamais. Et franchement, ça, c'est un fait marquant pour moi. Et ce que je retiendrai de la Vuelta, forcément, c'est des victoires qui arrivent pas de nulle part non plus, mais d'une manière complètement folle. Ouais, c'est sûr que c'est pas forcément le coureur sur qui on aurait misé pour aller chercher 2 étapes en échappée, mais ça fait partie des belles histoires que l'on a dans la saison de manière générale. Pablo Castrillo, le jeune espagnol de la Kern Pharma, qui a 23 ans, et qu'on annonce dans des équipes World Tour pour la saison prochaine. On pourra y revenir un petit peu plus tard dans ce podcast quand on évoquera les baroudeurs, les coureurs qui se concentrent un peu plus sur les étapes. Si on regarde le classement général, alors bien évidemment le plus important, le grand fait marquant, c'est l'échappée de Ben O'Connor qui est allé prendre le maillot rouge avec plus de 5 minutes d'avance. Déjà, est-ce que ça a peut-être donné un peu plus d'intérêt à cette Vuelta pour vous? Bon, en vrai, oui, hein. Enfin, ça donne un petit peu de peps en plus. C'est un scénario qui est un petit peu hors du commun quand même par rapport au dernier grand tour qu'on a connu. Franchement, qu'on aime ou pas O'Connor, peu importe, hein, mais on peut pas retirer ce petit regain d'intérêt qui est en plus avec un suspense. Est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va pas tenir, est-ce que les leaders ont joué un mauvais jeu, etc. Donc ouais, franchement, faut voir ça d'un bon œil. Ça change du tour qu'on a connu, du Giro qu'on a connu, qui était quand même très compliqué à suivre, très soporifique. Donc ouais, franchement, il faut voir ça plutôt d'un bon œil. Et franchement, même là, au bout de 2 semaines de course, si vous me demandez, j'ai préféré suivre ce début de Vuelta que le Tour de France ou le Giro cette année. Hein. Ok. Titouan, est-ce que toi tu irais jusqu'à dire ça comme Louis, que le début de Vuelta est plus intéressant que le début de Tour de France, le début de Giro? Ah, mais carrément, je suis totalement en phase avec Louis. Le fait qu'on ait, comme je disais au début, qu'on ait du suspense en fait au classement général déjà, ça rend vraiment la course sympa à suivre. Et en plus, cette erreur, enfin en tout cas de la part des autres leaders, mais sinon ce coup d'O'Connor, tout simplement, il oblige les autres à devoir se découvrir plus tôt, à devoir essayer de distancer O'Connor le plus possible. Et ce petit jeu-là, il est quand même plus sympa à voir que d'avoir le premier du général qui creuse l'écart. Et au final, on se pose juste la question si derrière le 6e va dépasser le 5e, quoi. Bon, ça donne vraiment beaucoup plus d'intérêt. Et surtout que O'Connor paraît prenable, mais pas tant que ça non plus. Disons que c'est un leader friable, mais il le lâche pas au bout de 2 étapes rouges, quoi. Et rien que ça, le fait qu'il reste à peu près costaud, malgré le gros effort dépensé, et malgré le parcours et malgré les autres offensives, ça permet aussi de garder cette tension, en tout cas pour le général. Et à chaque étape, on se demande est-ce qu'il va craquer, est-ce qu'il va tenir, comment il va tenir Roglic, comment il va tenir Mas, etc. Donc ouais, vraiment c'est comme dit Louis, ça rend la chose beaucoup plus plaisante que les derniers grands tours, et parce que même au-delà des grands tours de cette année, ça reste plus passionnant que la Vuelta l'année dernière où c'était un triplé, oui. Ou le tour qui s'était arrêté à l'étape 16, qui était plié à l'étape 16, etc. Donc ouais, franchement très très beau coup qui donne de l'intérêt à la course. Et ça, j'avoue que moi sans ça, je sais pas si j'aurais là j'ai repris l'abonnement pour voir Eurosport. Je sais pas si je l'aurais repris s'il n'y avait pas eu de suspense, quoi. Ouais, donc franchement. Donc ça montre bien que il se passe un truc, il y a un intérêt un peu plus particulier, et que aussi on profite d'avoir des courses avec du suspense.
forcément c'est très, très intéressant. Si on rentre un peu plus dans le vif du sujet de cette course pour le classement général, pour le maillot rouge, justement par rapport à ce qui est un peu ce point décisif, ce point tournant de la Vuelta, la 6e étape remportée par Ben O'Connor à Junquera en échappée, il est allé déjà gagner l'étape, mais surtout il prend le maillot rouge avec 5 minutes d'avance, quasiment 5 minutes d'avance sur son dauphin qui était Primož Roglič, et qui est toujours aujourd'hui Primož Roglič, même s'il a perdu entre-temps près de 4 minutes. Est-ce que à ce moment-là de la course, sur la 6e étape, il y a eu une certaine erreur pour vous de toutes les équipes de leaders pour le classement général, de manière générale, on va pas forcément en cibler une seule. Est-ce qu'il y a eu une erreur peut-être d'avoir laissé autant d'avance à Ben O'Connor, qui a quand même fait top 5 sur le Giro et sur le Tour de France? Ouais, quand même, ça reste une erreur dans la mesure où ça fait un adversaire qu'on remet dans le jeu, un gros outsider. Ben O'Connor, il a quand même fait plusieurs top 5 sur les grands tours, et on sait qu'il a une grosse caisse, une grosse résistance. Et peut-être qu'il paraissait moins fringant après la 4e étape où il avait laissé du temps et où son coéquipier Félix Gall paraissait meilleur. Donc bon, ils ont dû se dire que sur le principe c'était une bonne idée, mais en tout cas que ça allait pas être dommageable. Sauf que là, il tient et ouais, c'est une mauvaise idée parce que maintenant ils sont obligés de déployer encore plus d'efforts, de cramer encore plus d'équipiers. Sur le long terme, est-ce que ça va leur réussir? Bon, pas sûr. Et une équipe comme la Red Bull de Roglič, est-ce que ça leur a pas aussi, est-ce que ça les a pas désavantagés encore plus? Parce que maintenant ils ont le statut de favori derrière O'Connor, du coup ils doivent en plus assurer l'échappée, enfin assurer la chasse derrière les échappées, alors que c'est des efforts qu'ils auraient pu faire plus tranquillement, plus sereinement en tout cas, s'ils avaient le maillot rouge. Bon, ils auraient été seuls à rouler, très bien, et ils auraient géré leur course, la course à leur main. Là, ils doivent composer aussi avec Decathlon, aussi avec Movistar. Donc, tactiquement, il y a beaucoup plus de risques pour eux de plusieurs côtés que s'ils avaient été en rouge directement, quoi. Donc toi, tu cibles même plus précisément la Red Bull Bora en 0 de Primož Roglič. Ouais, totalement. Roglič, il a quand même gagné 3 fois la Vuelta, c'est le grand favori. À partir du moment où il n'y a ni Remco, ni Vingegaard, ni Pogačar. Et par rapport à Mas, on sait qu'il a de plus grosses capacités, il l'a montré. Donc, ouais, c'est lui et son équipe qui ont les clés de la course. Et malheureusement, là, ils ont laissé les clés de la course à Decathlon. Mais ils ont gardé, comme je disais, une partie de ces clés. Et ils se fatiguent d'autant plus. Et ils doivent être attentifs à beaucoup plus de choses. Donc voilà, là où Movistar, déjà Movistar, tant mieux pour eux qu'ils aient pas le maillot rouge parce que vu leur tactique, ça aurait été très compliqué. Et surtout que eux, certes il y a O'Connor encore devant, mais ils peuvent profiter du travail de Red Bull, quoi. Louis, toi, est-ce que tu es d'accord avec ça, cette idée qui serait de dire que y aurait une erreur de laisser filer autant de marge à Ben O'Connor en lui laissant le maillot rouge? Ça dépend, une erreur pour qui? Enfin, je trouve que par exemple pour Roglič, ça sera in fine, ça sera pas une erreur. Je pense que pour les 2-3 coureurs qui arriveront probablement, selon moi, à passer O'Connor dans la dernière semaine, il n'y aura pas eu d'erreur puisqu'ils finiront devant à la fin. Maintenant, moi je pense qu'il faut plutôt, je sais pas s'il faut chercher une erreur quelque part. Moi je pense qu'il faut plutôt saluer l'opportunisme et l'audace de Ben O'Connor parce que on a toujours plus facilement tendance à chercher qui est coupable, mais je pense qu'il faut plutôt partir du principe qu'il faut saluer ce genre d'initiative dans ce vélo où c'est pas évident de créer des coups de Trafalgar comme ça. Ça arrivait l'année dernière sur le Tour avec Jay Hindley qui est parvenu à prendre le maillot jaune en première semaine. Alors qu'il avait un statut d'outsider, voire même d'un des prétendants au podium. Mais qu'une seule journée. Ouais, il l'avait pris qu'une seule journée, mais parce que le Tour, c'est pas la même adversité et c'est différent. Donc, mais c'est un peu dans ce style de coup de Trafalgar là, à prendre des échappées qui te permettent de prendre de l'avance pour le général.
et de, par exemple, prendre une journée au moins le maillot de leader. Bon, O'Connor, il le tient un peu plus parce que la marge qu'il a pu avoir était plus importante aussi. Mais, euh, mais moi, je pense que plutôt que de chercher une erreur, parce que je pense que peut-être qu'un O'Connor sans le côté défense du maillot rouge, c'est un mec qui peut faire top 5 à la régulière, allez, 5 6e à la régulière, et c'est probablement la place qu'il aura à l'arrivée finale, à moins qu'il y ait une grosse craquante en dernière semaine, ou enfin, c'est encore là, tout est possible, on fait que des suppositions, mais moi, je préfère saluer l'initiative et puis la bonne gestion de cette journée-là où il a su tirer son épingle du jeu. Après, pour donner un ordre d'idée de comparaison, Ben O'Connor a fait une Vuelta depuis qu'il est chez AG2R, c'était en 2022, après son abandon sur le Tour de France, et il avait fini 7ème à 10 minutes 30 de Remco Evenepoel, mais si on lui enlève les 6 minutes 30, soit l'équivalent de ce qu'il a remporté sur la 6ème étape, il se retrouverait sur le podium. Bon, forcément c'est à l'emporte-pièce, on est sur des situations, des cas qui sont différents, mais ça permet de dire que Ben O'Connor a fait donc déjà un top 10, que voilà, il a montré qu'il pouvait bien performer sur une Volta, donc pas forcément non plus n'importe qui, mais du coup, toi Louis, je te sens pas trop inquiet pour Primož Roglič, comme on le dit dans le sens où Ben O'Connor, quoi qu'il arrive, n'était pas un adversaire pour le Slovène. Ouais, bah c'est dans la mesure où Roglič était à son niveau auquel il évolue et à son. Allez, je peux pas dire à 100% parce que visiblement il est pas au top top top, mais à un niveau suffisamment haut pour pouvoir faire en sorte que 5 minutes laissées à O'Connor, bon, ça change pas grand-chose. Même si cependant il reste une semaine et bah, une semaine ça fait plus que allez, 6 étapes. Et il faut pas non plus jouer avec le feu, mais je pense que vu le plateau, enfin, vu ce qui attend les coureurs en dernière semaine et le niveau affiché par Roglic, il n'y aura pas de problème et O'Connor a plus de chances de finir à 4-5 minutes derrière Roglic que devant Roglic. Donc, aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y a une erreur. Bah, après, voilà, on verra ce qui se passe sur la dernière semaine. Ok, et alors justement j'ai vu Ben O'Connor qui après sa victoire sur justement la 6ème étape disait peut-être qu'ils m'ont sous-estimé. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça? Ah si, si, ils m'ont carrément sous-estimé. Enfin, je pense que les autres s'attendaient pas à ce qu'au bout d'une semaine, enfin au bout de 9 étapes encore, O'Connor il a une marge d'une minute sur Roglic et d'encore plus sur les autres. C'est clair qu'ils l'ont sous-estimé. Bah, après bon, je suis d'accord, je rejoins lui dans le sens où a priori O'Connor peut et devrait perdre son maillot au profit de Roglic ou Mas, enfin d'un des autres derrière quoi, sur les prochaines étapes vu le menu, mais ouais, il a quand même été clairement sous-estimé par les autres équipes quoi. Et peut-être même aussi que Decathlon en général a été sous-estimé parce que les autres ont dû se dire bah ils ont pas les armes qu'on a, ils ont pas Lipovic, ils ont pas Vlasov, c'est bon pour défendre le maillot, ça devrait aller pour eux, mais ça va justement ça va pas aller, ça va être compliqué donc tranquille pour nous. Et justement, par rapport à cette gestion du maillot rouge et du leadership du classement général, pour Decathlon AG2R, c'est pas forcément quelque chose de commun. C'est la première fois que ça leur arrive sur la Vuelta. C'est la première fois que ça leur arrive sur un grand tour depuis 2009. À l'époque, c'était Nocentini qu'il avait pris à Andorre, je crois, qu'il avait gardé une dizaine de jours sur le Tour de France, le maillot jaune. Comment vous avez trouvé justement Decathlon AG2R et Ben O'Connor depuis la prise de pouvoir de l'Australien? Est-ce que, pour vous, jusque-là, ils ont bien géré le port du maillot rouge? Bah, franchement, ouais. Bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas. J'ai pas vu d'erreur de gestion tactique et même j'ai trouvé qu'ils géraient plutôt bien, notamment sur l'étape hier là, où ça aurait pu être un beau bordel avec ce qu'essayait de créer Movistar, un peu Red Bull, où ils auraient pu se faire piéger et finalement non, ça a plutôt bien joué avec leurs forces. Je pense à des mecs comme Paré-Pinte, même s'il n'est pas au niveau auquel il avait évolué sur le Giro, c'est quand même costaud. Berthet est vraiment bon dans son rôle de lieutenant autour d'O'Connor. Armirail, pareil, capable d'être à l'avant et en même temps d'être dans un rôle d'équipier. Après, de Pestel, pareil, sur le plat, ça
ça permet de bien entourer Egal. Lafay, on le voit un petit peu moins, peut-être plus pour rouler de temps en temps, mais en fait, collectivement, Decathlon est au niveau espéré pour pouvoir défendre un maillot rouge. Donc, Et il y a aussi Félix Gall, hein, qui était dans le ouais, top 10 jusqu'à l'étape de dimanche. ouais, alors je sais pas pourquoi Félix Gall n'est plus dans le top 10, si c'est une crevaison, une chute, j'ai pas la raison en tête, mais C'est l'un des coureurs qui est le moins à l'aise dans les descentes. Je crois qu'il était ouais, au fond du peloton, au sommet de l'avant-dernier col. Il se fait détacher, il est à 1 minute en bas de la descente et il arrive jamais à revenir. Et je pense qu'il a peut-être aussi des branches un peu mentalement de se dire bon bah j'arriverai pas à rentrer, pas la peine que je gaspille trop de force. Du coup il a perdu une vingtaine de minutes dans l'affaire. ouais, typiquement. Alors après, Félix Gall, là où il y avait un rôle un peu à double tranchant, c'est qu'il aurait pu jouer sa carte perso pour le général. Il y a tellement une étape où O'Connor est en difficulté, l'étape, mais les pourcentages sont tellement forts qu'O'Connor ne ressent peut-être plus forcément l'utilité du soutien de Félix Gall, qui était plus fort que lui et lui avait dit de laisser de partir et faire son ascension à son rythme plutôt que d'attendre O'Connor pour qui c'était un peu pas peut-être perdu, mais qui allait gérer à son train et sans forcément avoir besoin d'un équipier. Bref, oui, Decathlon est vraiment remarquable quand même dans sa gestion du maillot rouge et ils le garderont probablement pas jusqu'au bout, mais ils auront été valeureux dans cette défense autour d'O'Connor. Tu tentes, toi, est-ce que c'est aussi ce que tu retiens que Ben O'Connor et l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale dans son ensemble se sont bien comportés, ont bien géré le maillot rouge? Totalement, d'autant qu'ils font pas avec des moyens colossaux, on va dire, parce que le seul qui peut vraiment accompagner de loin en montagne, c'est Félix Gall. Et pourtant, enfin même si les autres sont des très honnêtes grimpeurs, hein, mais là sur la Vuelta, bah, on a Bouchard qui revient d'une longue blessure, donc il est pas à son meilleur niveau. Pareil pour Lafay. Valentin Paré-Peintre, depuis son Giro, il a quand même un peu moins de dents, donc il évolue pas à son meilleur niveau. Et malgré tout ça, ils arrivent quand même à bien tenir le maillot rouge, comme disait Louis, et d'autant qu'ils n'ont pas été jusque-là mis en danger. Alors je saurais pas dire si c'est eux qui ont réussi à pas se faire piéger, ou si aussi c'est les autres qui n'ont pas été assez malins, mais ils ont réussi à pas avoir de gens trop dangereux dans les échappées, en tout cas dangereux pour eux. Il y avait, je retiens plus des George Bennett ou Pavel Sivakov qui ont repris du temps, mais pour O'Connor, c'était chaque fois pas son combat, on va dire. Oui, ça revenait se placer en fond de top 10. C'est ça. Et jusqu'à peut-être être un peu trop, un peu trop vindicatif pour cette défense du maillot en équipe, vu le comportement qu'ils ont eu, qui aurait causé la chute de Carapace, même si O'Connor s'est défendu sur Twitter en disant que c'était pas sa faute. En tout cas, en tout cas, ils se sont pris quelques cartons jaunes dans l'affaire. Ouais, carton jaune, je crois, 20 secondes de pénalité aussi pour Lafay, Bouchard et un autre. Oui. Donc bon, ils ont été peut-être trop tendus là-dessus, à bousculer un peu, à faire barrage. Mm-hmm. Mais sinon, en tout cas, ça fait partie de leur bonne gestion. Alors, je saurais pas dire si c'est positif qui soit aussi véhément, mais ou si c'est négatif. Mais en tout cas, ouais, ils gèrent bien et ils auront pas de regrets à avoir a priori. Après, est-ce que Ben O'Connor aurait pas pu parfois mieux faire, mieux gérer, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises tenter de le suivre très rapidement, notamment les attaques de Primož Roglič, puis dans un second temps avoir plus de mal à encaisser ce qui suivait l'attaque et donc à se retrouver parmi les moins bons des premiers leaders, à perdre un peu plus de temps, comme on a pu le voir encore ce dimanche sur l'arrivée au Quito Negro. Est-ce que Ben O'Connor, justement, il se sent pas un peu trop poussé des ailes à vouloir à chaque fois suivre à tout prix les offensives et peut-être qu'il aurait plus intérêt à se mettre bien dans son rythme lorsqu'il y a des attaques? Ah, sur quelques étapes, ouais, c'est vrai qu'il aurait pu davantage attendre, davantage temporiser et rouler à son train. Après, déjà, j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement son tempérament d'attendre, de temporiser, de revenir à son train. On l'avait déjà vu sur le Giro. Hein. Ouais, voilà. On se souvient d'Europa où il avait tenté de prendre la route Pogačar et bon, ça a duré 30 secondes avant qu'il pète. Et il avait dit qu'il était le plus bête du monde, je crois que c'était ça qu'il disait à ce moment-là. Oui. Bon, et il refait encore un petit peu les mêmes erreurs peut-être.
C'est ça, ouais, il a pas vraiment appris de ses erreurs. Et même sur cette Vuelta, il y a Okuitu Negru, il attend quand même un peu, enfin, il force le pas dans les roues et il a l'air d'être un peu plus à son rythme, juste que bon, le rythme est trop fort et qu'il suive ou pas à ses pentes, ça ne change pas grand-chose. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit mis dans le rouge vraiment. J'ai l'impression qu'il a quand même un peu mieux géré. Mais sinon, ouais, sur le reste, les étapes précédentes, il a mis du temps avant de se canaliser et ouais, il a pas la meilleure gestion individuelle. Son équipe autant autour de lui est bien, mais lui-même, il est un peu foufou. Peut-être que c'est la pression du maillot de leader aussi, peut-être qu'il veut trop bien faire et oui, c'est pas forcément évident, c'est une première. Pas forcément évident pour tous les coureurs d'arriver à bien gérer le stress qu'il y a autour de ça. Donc il y a peut-être un petit peu d'excitation à vouloir sauter un petit peu sur tout ce qui bouge. Après aussi, si on regarde derrière Ben O'Connor, forcément son dauphin s'appelle Primož Roglič, triple vainqueur de la Vuelta. Vous avez dit tout à l'heure que pour vous, c'était pas forcément une erreur pour l'équipe de Roglič, la Red Bull Bora-Hansgrohe, d'avoir laissé autant de marge, autant de temps à Ben O'Connor. Avant la dernière semaine, Roglič se retrouve avec 1 minute de retard sur Ben O'Connor, mais il a aussi 1 minute 20 d'avance sur Enric Mas, qui le suit au classement général. Est-ce que ça fait de Primož Roglič, je dirais probablement toujours, par rapport à ce qu'on pouvait imaginer avant le départ, est-ce que ça fait de Primož Roglič toujours le grand favori à la victoire finale ? Bah oui, quand même. Enfin, vu le niveau affiché, et même si Enric Mas était peut-être un peu meilleur hier, je pense que Roglič reste le favori numéro 1 et ça serait quand même, faut se l'avouer, une énorme surprise qu'il ne gagne pas cette Vuelta. C'est ce que tu te dis aussi, Titouan, une énorme surprise si Primož Roglič ne gagne pas cette Vuelta hors chute, par exemple, parce qu'on a vu en 2022 qu'il avait été éliminé sur une chute qu'il avait dû abandonner. Alors justement, j'allais dire énorme surprise, non, parce qu'il y a toujours le risque de chute. Bon, tu m'as devancé. Et même, non, au-delà du risque de chute, je pense que ce serait pas non plus la surprise du siècle s'il venait à être battu, parce que les autres derrière montraient qu'ils étaient forts. Et bon, je ne vois que Enric Mas aujourd'hui, enfin à l'instant T, capable de le renverser. Au-delà de la question même, O'Connor pourrait éventuellement réussir à ne pas être repris ou sur l'étape du Picon Blanco à reprendre le temps qu'il aurait pu perdre sur Roglič. Enfin bon, il y a plusieurs scénarios possibles. Mais là, pour le coup, ouais, Roglič, il est pas si impérial. Certes, il est dominant, mais pas surdominant. C'est pas Pogačar, c'est pas Vingegaard. Donc, c'est pas son style aussi non plus. C'est pas son style, c'est sûr. Son style, c'est d'attaquer à 300 mètres du sommet et mettre 10 secondes en 300 mètres. Mais pour l'instant, en tout cas, ça ne serait pas particulièrement surprenant qu'il se fasse battre. Après, reste qu'il y a un chrono encore à faire, et ça, c'est son exercice de prédilection. Sur la dernière étape, d'ailleurs, le chrono. C'est ça. Et, le lendemain d'une grosse étape de montagne, donc c'est pas là, a priori, qu'il va perdre du temps, et c'est pas là où ses adversaires sont les meilleurs. Enfin, ni Enric Mas, ni Richard Carapace, ni Mikel Landa brillent dans l'exercice du chrono. Il n'y a que Ben O'Connor qui se débrouille à peu près dans le top 5. Donc, bon, pour ça, on peut dire quand même qu'il reste très favori, mais ce serait pas une énorme surprise non plus, je pense, qu'il se fasse battre au final. Après, on peut s'y attendre. Est-ce qu'on peut dire aussi que d'une certaine manière, on a fini par maintenant retrouver le Primož Roglič de la Jumbo-Visma, sachant que ça avait été plus compliqué pour lui sur les premiers mois de son arrivée chez Red Bull Bora. Là, c'est bon, on a retrouvé le Roglič des années passées. Bah ouais, il est sur le point de gagner la Vuelta, c'est bien de Jumbo, ça, c'est bien. Après, même en termes de niveau, de comportement, et aussi par rapport à l'organisation d'équipe, il faut arriver à trouver une nouvelle dynamique, aussi bien pour Roglič par rapport à ses nouveaux coéquipiers, à son nouvel encadrement, que de la part de l'équipe allemande Red Bull Bora, autour de son nouveau leader, qui avait été pendant de nombreuses années, depuis son passage chez les pros en 2016, je crois, chez Jumbo-Visma. En tout cas, ouais, il semble être revenu à ça. Ça, c'est, malgré tout ce que tu dis, enfin, je vois pas, en tout cas, je le vois pas moins bon qu'avant.
Après, j'ai pas non plus en tête les chiffres qu'il produisait en termes de watts chez Visma et ceux qu'il fait là. Mais, on n'en est pas à ce niveau d'analyse, on n'a pas forcément ces infos-là. Non, voilà. Cela dit, on pourrait chercher, ça va se trouver. Mais a priori, en tout cas, ouais. Il se ressemble à avant, comme je disais, un peu ironiquement, dans le sens où il est sur le point de gagner la Vuelta, et que c'est un peu ce qu'il faisait chez Jumbo, mais ouais, son style d'attaque, son style de course, plus globalement, attaquer proche du sommet et creuser des gros écarts rapidement, à construire son avance sur le chrono, et ouais, plutôt que de nasser la course, ça ressemble pas mal à ce qu'il faisait avant. Enfin, c'est pas, on n'a pas un autre coureur en face de nous, j'ai l'impression. Mais bon, du coup, si vous imaginez, de ce que j'en comprends, Primož Roglič remporter ce Tour d'Espagne, à quel moment il va reprendre la tête? Est-ce que ça va être dès ce mardi au lac de Covadonga, comme il l'avait fait en 2021, où il avait gagné en solitaire et repris le maillot rouge à Christian Eiking à l'époque pour aller gagner au final? Est-ce que ça va être dès ce mardi, ou il va falloir attendre un petit peu pour reprendre la minute qu'il sépare encore de Ben O'Connor? Ça peut être dès mardi, et parce que je pense qu'il n'a pas intérêt non plus à jouer avec le feu. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur une nouvelle tas. Il y a déjà eu des étapes annulées pour des raisons X ou Y. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le vélo. Des fois, il y a des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on maîtrise pas. Et je pense il aurait plus tout intérêt à vouloir prendre le maillot dès mardi, à une dernière semaine. Un maillot, ça se défend bien, et ça use moins d'énergie que si tu le prends au bout de 4 jours de course. Donc moi, je pense qu'il va tout faire pour le prendre dès mardi. Et au pire, il restera la 19e étape, qui est une arrivée au sommet avec un beau mur final de 8 km à 9%. Donc il y aura matière à le reprendre au pire là. La 20e étape est également un gros chantier avec l'arrivée au Pico de Blanco. Donc c'est aussi une possibilité. Et enfin, au pire des cas, il y aurait le chrono de 25 km où Roglič est intrinsèquement meilleur que O'Connor au chrono. Donc franchement, je pense qu'il va tout faire pour le prendre dès mardi, et que s'il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Mais sinon, c'est pas. Voilà, il y aura d'autres opportunités. Mais on sait jamais ce qui peut arriver dans le vélo. On sait jamais. Une tornade en plein milieu de l'Espagne. On sait pas. C'est vraiment des scénarios sortis de nulle part. Mais non, mais forcément, forcément, c'est le sport, c'est le cyclisme, il peut se passer beaucoup de choses, et surtout ce qu'on n'imagine pas. Mais bon, comme tu dis, il y a 4 étapes propices à prendre du temps pour Primož Roglič, donc ça fait quand même pas mal d'opportunités. Bon, visiblement, je te sens pas très inquiet pour le Slovène. Si toi, qu'est-ce que tu imagines de ton côté? Est-ce que c'est aussi dès ce mardi au lac de Covadonga? À vrai dire, pour moi, lac de Covadonga, c'est quand même, et l'étape globalement, c'est un parcours qui correspond plutôt aux qualités d'O'Connor. Enfin, une montée relativement longue, pas extrêmement raide. Il y a des grosses pentes, mais c'est pas le Puerto Negro ou les pentes infâmes sur le Puerto de Ancales. Donc, bon, je pense qu'il peut perdre moins d'une minute et attendre Moncalvillo, donc c'est l'étape 19, je crois, vendredi. Tout à fait. Et pour se voir prendre le maillot rouge par Roglič ou un autre, mais plus probablement Roglič, vu que l'Alto de Moncalvillo, c'est quoi? C'est quasi 9 km à 9%. Mm-hmm. C'est vraiment la course de côte par excellence pour Roglič. Et ouais, c'est là où je t'imagine vraiment le Slovène reprendre le maillot, enfin prendre le maillot rouge sur cette Vuelta. Après, il y a un facteur qui peut faire plus de différence qu'on peut le penser d'habitude, c'est le lendemain de journée de repos, qui est toujours une étape un peu particulière, où des différences peuvent être plus importantes que d'habitude en fonction de comment le corps approche le lendemain d'une journée de repos. Je sais pas si j'ai pas l'historique en tête des lendemains de journée de repos de Roglič ou de O'Connor, mais peut-être que le moteur peut être plus difficile à redémarrer, et dans ce cas, une ascension qui est pas forcément si difficile comme les Lagos de Covadonga peut quand même créer de certaines différences en fonction de l'état de forme, de niveau au lendemain de la journée de récup. Oui, c'est vrai que forcément ça peut jouer.
Évidemment, il faudra prendre cet élément en compte en ligne de mire. Mais est-ce qu'il y a un coureur en particulier qui pourrait venir embêter un peu Primož Roglič? Toi, Louis, je te sentais le plus confiant pour Roglič. Derrière, que ce soit Mas, Carapaz, Landa, voire peut-être un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a des coureurs qui peuvent faire venir un peu trouble-fête, embêter Primož Roglič? C'est vrai que je suis plutôt serein sur Roglič, parce que le seul qui a montré qu'il était capable d'être au-dessus sur une étape, c'est Mas. Donc dimanche, où il reprend, je sais pas, quelques brindilles de secondes. Bah, il reprend 20 Mas, secondes grâce à la pénalité de Roglič, quoi. Ah ouais, oui, d'accord. Mais après, oui, je crois qu'il y C'est a eu... vrai, Mais il me semble qu'un petit peu plus tôt dans la course, il y a une fin de montée qu'il a mieux géré que Roglič. Mais j'ai aussi en souvenir que Mas, il y a eu une montée où il a pas bien géré du tout et il a explosé complètement. Ce coureur, il est un peu enfin, il est capable d'être à un super niveau et puis de exploser complètement. Donc, c'est pour ça ce qui me fait dire, c'est qu'il sera jamais suffisamment au-dessus de Roglič pour lui reprendre les 1 minute 20 qu'il a de retard. C'est quand même pas rien. Et donc, c'est pour ça que, sauf coup de Trafalgar, sauf évidemment scénario de course complètement fou, je vois pas comment un Mas ou même un Carapaz qui semble pas trop mal, on l'a vu ce week-end plutôt bon, ça reste en dessous de Roglič. Enfin, en tout cas, je vois pas comment. Peut-être, finalement, le seul, c'est peut-être O'Connor, puisque c'est le seul à avoir 1 minute d'avance. Donc, mais non, je suis plutôt serein sur Roglič. Oui, non, je viens de me rappeler, c'était la 9e étape à quoi je pensais par rapport à Enric Mas. Et alors, il avait pas repris de temps au final à Primož Roglič, mais sur l'étape de Grenade, il avait réussi à attaquer et s'isoler dans la dernière montée de l'Alto des Azayanas. Il avait, je crois, 1 minute d'avance au sommet. Mais après, chute de la descente, il s'est fait reprendre par le groupe, donc pas de temps repris à aucun de ses adversaires les plus proches. Titouan, est-ce que pour toi aussi, c'est Enric Mas qui va représenter principalement le danger pour Primož Roglič, et derrière, au mieux, ça se battra pour le podium? Je voulais faire une blague en disant que c'était Mikel Vizcarra la plus grosse menace, mais bon. On va rester sérieux. Faut bien encourager nos petits coureurs basques. Blague à part, pour moi, c'est sûr que Mas représente la plus grosse menace. Et plus globalement, en vrai, c'est tout le top 5 qui représente une menace pour Roglič. Parce que déjà, O'Connor, même s'il se fait piquer le maillot sur l'étape 19, sur l'étape 20, il peut très bien reprendre du temps aussi, vu que ça va être vu la densité de col sur l'étape. À tout moment, ça peut être le bordel. Roglič peut être isolé et O'Connor peut reprendre du temps. Enric Mas peut aussi tenter un coup de Trafalgar avec Movistar, même si, comme je disais précédemment, les tactiques Movistar, c'est pas toujours les plus audacieuses et encore moins les plus fructueuses. Il y a du mieux en ce moment, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément le matériel suffisant pour, quoi. Exactement. Après, Mikel Landa et Richard Carapaz, ils sont un peu plus loin, et pourtant, on peut les imaginer aussi partir de loin. On sait que Mikel Landa, il a pas peur d'attaquer, de faire rouler son équipe. Il a fait rouler la Soudal, T-Rex Quick-Step sur l'étape 15, là. Bon, il a pas réussi à reprendre de temps. Il finit juste devant Gaudu, donc c'est pas non plus foufou comme résultat. Mais on sent qu'il veut tenter des choses, et s'il retrouve des ailes, il pourrait être... je serais pas étonné de le voir attaquer sur l'étape de Covadonga de ce mardi, dans le premier col, et reprendre un équipier, ou faire rouler dans le peloton ses équipiers pour essorer tout le monde et jouer plus sur une filière d'endurance, etc. Et on sait que c'est un coureur endurant qui est très fort sur 3 semaines et très constant. Ça peut représenter aussi un danger. Richard Carapaz, lui, est un peu moins constant, un peu moins régulier, mais on a vu qu'il est très fort. Il a quand même fait des gros chiffres en termes de puissance de watts sur cette Vuelta et sur le dernier tour. On sait qu'il a le niveau. Donc, malgré le fait qu'il y ait le chrono encore et qu'il y ait Roglič encore assez loin devant, c'est pas des dangers à écarter, et on peut y croire pour ces 3-4 là, pour reprendre du temps aux Slovènes. Oui, il y a encore de quoi faire. Il y a du... Parce que c'est clairement l'homme battre.
il y a encore de quoi faire forcément, notamment cette 20e étape, qui risque d'être l'étape de tous les dangers pour le maillot rouge, peu importe lequel il sera. Parce que même si c'est Roglic avec la Red Bull Bora, qui a Florian Lipovic, qui a Alexander Vlasov, ça sera pas forcément l'étape la plus facile à contrôler si tout le monde décide de jouer son va-tout. Faudra voir ça bien évidemment en fonction des envies de ce que peuvent tenter les différents leaders, en ayant en tête que le lendemain il y aura le contre-la-montre final. Donc ça pourrait peut-être aussi limiter d'une certaine manière les tentatives, malheureusement, mais bon, il faudra voir ça. Ça sera, on peut dire en quelque sorte, l'étape de tous les dangers. On peut dire cette étape qui arrivera au Pico Blanco samedi prochain. On va évoquer aussi un coureur qui est un tout petit peu plus loin au classement général, à la 7ème place, 4 minutes 39 de Ben O'Connor. C'est David Gaudu. David Gaudu qui revient comme ça, qui était venu se replacer dans le top 10 du classement général après une échappée justement sur la 9ème étape. Il avait commencé timidement cette Vuelta, mais il est là, à la 7ème place, après les 2 premières semaines de course, alors que le début de saison avait été assez compliqué pour lui. Est-ce qu'on peut dire que voilà, on a enfin du positif pour David Gaudu? Enfin, la roue tourne dans le bon sens pour le Français? Ah bah oui, enfin il retrouve un bon niveau. Enfin, un bon niveau. Enfin, il peut se mesurer au meilleur, enfin, il peut se mesurer au classement général. Ça faisait depuis quelques temps. Enfin, moi, depuis le Tour du Pays Basque 2023, j'ai pas souvenir de l'avoir revu pouvoir jouer un top 5 au World Tour. Et ça, c'est quand même assez kiffant en tant que Français, en tant que supporter, etc. À mes humbles yeux, c'est son changement de style. Maintenant, il a adopté, il a fait un dégradé comme un boucher turc. Ça lui va beaucoup mieux. Maintenant, c'est bon, il a retrouvé son niveau. Et plus sérieusement, c'était quand même, je trouve, assez fort et remarquable s'être remobilisé après un Tour de France clairement de ça des attentes où il n'a pas vraiment pu peser. Et ouais, de se remobiliser pour la Vuelta, retrouver son niveau et être vraiment pas loin des meilleurs. Et surtout, il gère bien, il continue à bien gérer, comme il dit, au tempo. Toujours lâché, pas forcément dans les derniers, mais pourtant à réussir à rattraper les morts et ouais, au final, à limiter la casse. Donc, franchement, c'est un bel espoir. Et il peut encore aujourd'hui viser un top 5 et je pense qu'il aurait signé ça avant même le début de la fin, avant le début de saison, et ça fait un peu de temps qu'on peut imaginer, enfin, qu'on n'imaginait pas ça pour lui, donc c'est que du positif. Oui, parce que techniquement, David Gaudu n'est qu'à 1 minute 34 du top 5, la 5ème place de Mikel Landa, donc il reste une semaine de course. On a vu qu'il montait en puissance au fur et à mesure de cette Vuelta. Il y a probablement de quoi faire encore. Louis, pour toi aussi, ça fait du bien de revoir David Gaudu à ce niveau? Ouais, c'est ça, c'est un vrai plaisir. Enfin, franchement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vibré avec David, probablement depuis le Paris-Nice où il fait podium derrière. Il fait deuxième d'ailleurs, il fait deuxième de Paris-Nice derrière Pogacar et devant Vingegaard. Mhm. Donc, ouais, ça fait vraiment plaisir. Enfin, et tant pis, il se bat pas encore pour le podium, mais je pense que ça sera pas le cas, malgré qu'il ait des jambes satisfaisantes. Mais juste, c'est plaisant de se dire, à la fin d'étape, on a David Gaudu, il joue quelque chose pour le général. Il fait de son mieux, il fait ce qu'il peut, il a toujours cette gestion un peu assez particulière de je tamponne et je remonte les morts petit à petit. L'effort curseur est très efficace. Ouais, c'est ça, il y a en mode effort curseur PCM, pour ceux qui ont la référence. Je sais plus c'était quel jour, mais il y a une montée où il est décroché dès les premiers kilomètres et on le voit, il remonte chaque concurrent et il fait 5e des favoris. Et qu'on aime ou pas Gaudu, peu importe, mais je trouve, enfin, c'est satisfaisant de suivre un coureur et de le voir remonter comme ça, un par un. On aurait aimé que ça s'arrête pas et qu'il aille jusqu'à Roglic, mais ouais, c'est juste satisfaisant de le voir jouer un rôle et de se dire, ouais, pour une fois, il n'est pas embêté par des pépins, par des maladies, par des allergies, par des chutes, par tout ça. Pourvu que ça dure et puis ça sera, je l'espère, fondateur pour la saison prochaine.
Et puis ça permet aussi d'avoir quelque chose à suivre, de vibrer pour quelque chose du côté des coureurs français. On avait eu Quentin Paché qui a fait deuxième d'une étape, mais sinon c'est un petit peu plus compliqué. On a l'équipe Decathlon G2R qui a le maillot rouge, avec un coureur australien, mais quand même. Mais pour les coureurs français, sinon c'est un petit peu plus compliqué. Oh. C'est pas parce qu'il s'appelle Sivakov qu'il est pas français quand même. C'est un peu problématique que tu dis là, Mathieu. Non, parce que oui, Sivakov. Tu fais bien de le rappeler tu fais bien de le rappeler parce qu'on a parfois un peu trop tendance à oublier qu'il est français. Pavel Sivakov, qui est au sein de l'équipe UAE, qui s'est bien montré podium dimanche, qui est d'ailleurs qui est d'ailleurs le meilleur coureur, le coureur le mieux placé de l'équipe UAE au classement général, 10e. Donc pardon pour cette erreur. Paul Sivak, je sais pas si on devrait parier sur lui, hein. Et ouais, il est bien parti pour un top 10 au général quand même. Et en plus, il a fait un joli move qu'il a eu d'attaquer de si loin et prendre l'échappée pour prendre autant de temps. Là, au final, il a repris du temps. Enfin, il est devant son coéquipier Adam Yates au général. Ouais, il fait pour l'instant une belle Vuelta. Bon, c'est sûr qu'il fait pour le spectateur français. Il fait peut-être un peu moins vibrer que Gaudu, parce que Gaudu ou Guillaume Martin, je pense, au coureur de classement général sur cette Vuelta, parce que il est dans une équipe étrangère et il est français que depuis peu. Mais non, en côté français, il est bien. Et ouais, j'en profite pour dire aussi que Guillaume Martin, bon, en deuxième rideau, c'est dommage qu'on n'ait pas pu le voir à son meilleur niveau. Enfin, en tout cas, s'exprimer comme il a l'habitude de le faire. On l'a pas trop vu dans les échappées ou quoi, alors qu'on avait l'habitude de le voir se projeter à l'avant. Donc bon, c'est un peu dommage, mais il fait une belle Vuelta régulière quand même. Oui, Guillaume Martin qui est actuellement 16e du classement général. On l'a vu dans une échappée, il me semble, l'étape qu'Eddie Dunbar avait remportée. Mais sinon, en effet, il n'a pas encore fait sa classique, prendre des échappées pour remonter et se glisser au fond de top 10 du classement général. Peut-être que ça arrivera sur la dernière semaine, même si bon, il a encore un petit peu de retard. Ça lui fait quasiment 4 minutes, si je me trompe pas. Non, ça lui fait 10 minutes à reprendre pour intégrer le top 10. Voilà. Louis, quelque chose à rajouter par rapport à nos coureurs français? On va rappeler, pour rattraper mon erreur, on en a 2 dans le top 10, David Gaudu 7ème et Pavel Sivakov 10ème. Au rang des équipiers, je pense qu'on peut quand même noter le bon boulot de Clément Berthet autour de Ben O'Connor. Enfin, là, il est dans un rôle d'équipier pur, mais j'aurais aimé voir sur certaines étapes ce qu'il aurait pu faire dans une échappée, parce qu'il a un niveau qui est quand même, il a un niveau physique qui est franchement intéressant. Et bon, je peux pas dire que c'est dommage qu'il soit cantonné au rôle d'équipier pour défendre un maillot rouge, mais parce que d'un point de vue collectif, c'est forcément une super aventure, mais d'un point de vue individuel, il aurait pu être une chance très crédible pour niveau français pour aller gagner, pour au moins jouer une victoire d'étape en montagne. Et puis voilà, ce que montre un Quentin Paché qui a été terminé deuxième, c'est plutôt intéressant. Il faut espérer aussi qu'un Rémi Rocha côté au point FDJ puisse se requinquer pour la 3e semaine, parce qu'il avait affiché un bon niveau sur les premiers jours de course. Mais ouais, on sait que ça sera pas évident, mais pourquoi pas espérer. Bien, on verra ça. Il y a encore 6 étapes pour espérer pour nos coureurs français, que ce soit aussi bien remonter au classement général encore qu'aller chercher une victoire d'étape. On n'en a pas pour l'instant sur ce Tour d'Espagne, mais peut-être que ça ne saurait tarder. On va évoquer rapidement, avant d'arriver à la fin de ce podcast, des coureurs qui ont marqué cette Vuelta tout en n'étant pas placés au classement général. Déjà un premier mot sur Wout van Aert, qui a remporté 3 étapes. Vous en avez parlé au début, c'était un effet marquant de ce début de Tour d'Espagne. 3 étapes, mais aussi le Belge est leader du classement par points et du classement de la montagne. Ça fait que justement, on avait vu l'équipe Visma Lease the Bike rouler sur l'étape de samedi dans le final pour faire même une bonne partie de la journée, pour ne pas laisser filer l'échappée, pour revenir à l'avant, et au final que Kaylen Groves s'impose de justesse au sprint devant Wout van Aert. Est-ce que Wout van Aert, qui vise à la fois le maillot vert et le maillot à pois, c'est un petit peu trop, ou il en est tout à fait capable d'aller chercher ces 2 maillots? Disons que ça dépend des autres.
Ça dépend des autres. Pour ce qui est du maillot vert, a priori, il y a personne qui devrait pouvoir lui jouer, à moins que quelqu'un se mette vraiment à fond pour jouer tous les sprints intermédiaires et tous les sprints finaux. Mais bon, Oh oui, on y croit difficilement. il a 109 points d'avance, je crois. 109 points d'avance sur Kylian Gros. Oui, effectivement. 109 points, ça commence quand même à chiffrer. Donc, a priori, à ce niveau-là, il peut finir dernier tous les jours, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et pour le maillot à poids, s'il continue à le jouer comme il fait, là, en ce moment, il a égalité avec Jai Vine. A priori, l'Australien est un meilleur grimpeur que lui. Et il y a aussi Pablo Castrillo, Marc Soler, Adam Yates qui peuvent le concurrencer. Mais quand on voit que le 10e du classement du maillot à poids, il est à quoi? À moins de 30 points de lui. C'est très facilement rattrapable pour... Voilà, c'est Sylvain Moniquet, donc qui se projette beaucoup à l'avant, mais c'est rattrapable. Et Van Aert pourrait être menacé, donc il faudra qu'il mette vraiment beaucoup d'énergie là-dedans. Et aussi que ses adversaires soient évidemment moins bons que lui, moins réguliers, ou que sais-je. Mais ça va être surtout ça le challenge pour lui, quoi. Garder ce maillot à poids et continuer cette aventure, disons. Louis, est-ce que tu trouves ça intéressant, toi, que Wout van Aert essaie d'aller chercher ce maillot à poids? Il y a déjà le maillot vert pas loin d'être acquis, comme l'évoquait Titouan. Il a déjà 3 étapes. Ça fait un petit challenge en plus, c'est intéressant à suivre. Ouais, pourquoi s'en priver? Enfin, le maillot vert, bon, je peux pas dire que c'est fait, mais quasiment. Et le maillot à poids, ça va dépendre des situations de course, de sa forme aussi à lui, mais c'est pas impossible. Donc, je sais, j'ai pas la stat de si ça a déjà été fait de remporter le maillot vert et le maillot à poids. Peut-être, hein, faudrait regarder sur genre un Valverde qui était du style à un peu peut-être tout gagner. Franchement, c'est possible que ça soit déjà arrivé, mais clairement, je pense que c'est réalisable et oui, ouais, c'est un dernier enjeu pour bien terminer la Vuelta qui est déjà réussi pour Van Aert qui a des plus grosses échéances pour la fin de saison et qui est en train de se mettre en bonne confiance pour ces objectifs-là. Alors, je suis en train d'aller vérifier. Alors, c'est déjà arrivé au moins une fois, puisque je vois en 2001 José María Jiménez qui a remporté le classement de la montagne et le classement par points. Sachant qu'il avait déjà remporté 3 années précédemment, 97, 98, 99, le classement de la montagne. Donc, Laurent Jalabert l'a fait aussi en 95. Jalabert qui avait d'ailleurs remporté la Vuelta cette année-là. Tony Rominger en 93, bref, bon, c'est déjà arrivé, mais il faut remonter à 2001 pour avoir ça. Bon, après, oui, bon, ça n'empêche que dans ma question où je posais, est-ce que Wout van Aert n'en fait pas un petit peu trop, forcément, c'est un petit peu provoque, on va dire, mais c'est pour revenir sur le fait que Wout van Aert cherche à viser pas mal de choses. Et bon, on va pas forcément revenir sur les 3 étapes qu'il est allé gagner, mais au niveau des étapes individuellement, si on met de côté le classement général, c'est lui, allez, peut-être l'un des 2-3 hommes forts de cette Vuelta. Oui, sans doute. C'est un des plus impressionnants quand même, Van Aert. Comme on disait déjà les 3 étapes, puis là, être fourré au moulin pour 2 maillots, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc, surtout que sur cette Vuelta, le plateau est pas énorme. Donc ça renforce l'impression qu'il surnage. Ouais, et puis tout en n'étant pas dans la forme de sa vie non plus. Puisqu'on l'a quand même connu à un meilleur niveau en montagne, plus dominant. Si on lui met sa forme du Tour 2022 en montagne, attention, enfin c'est encore un gap au-dessus, quoi. Oui, ou même de 2021, l'année où il va gagner une étape qui passe 2 fois par le Mont Ventoux, c'était quand même pas mal ça aussi. Je pense qu'encore que en 2000, enfin avec sa forme de 2021, il est pas si proche enfin il est pas si éloigné de cette forme-là, donc mais par exemple là 2022 où Okay. c'était ahurissant, là il aurait même peut-être pu être un vrai prétendant au classement général par rapport à ce plateau-là.
Si on évoque aussi un autre coureur marquant, on l'avait évoqué en introduction, c'est l'occasion d'y revenir un petit peu plus en détail. Pablo Castrillo, le jeune coureur espagnol de 23 ans de la Kern Pharma, qui a remporté 2 étapes en échappée. Alors c'est le seul à avoir pour l'instant remporté 2 étapes en échappée. Pour la précision, on a eu aussi des victoires de Eddie Dunbar et Michael Woods en échappée. Plus Wout van Aert, on l'a déjà évoqué. Est-ce que Pablo Castrillo, on peut dire que c'est la révélation de cette Vuelta ? Ouais, quand même. En tout cas, il n'y a pas d'autres coureurs qui sortent comme ça du lot et dont on avait peu entendu parler avant. Allez, j'ai en tête Pavel Bittner, je crois qu'il a gagné la 2e étape. Il me semble qu'il a gagné la 2e étape, qu'il a fait des podiums. La 5e étape. Voilà. Le Tchèque de la DSM qui a été une petite révélation aussi côté des sprinters. Mais Castrillo, c'est quand même un jeune coureur d'une équipe continentale espagnole qui d'un coup gagne 2 étapes, dont une face à Vlasov et Slivakov, qui sont quand même pas... et sans partir un facteur, quoi, vraiment à la pédale, devant deux coureurs de renom. C'est très très fort. Et même si il sort pas totalement de nulle part, il a quand même fait de beaux résultats. Ouais, on peut parler de révélation. Et je sais pas, Louis, ce que t'en penses, mais moi, j'ai pas vu d'autres coureurs qui crèvent l'écran comme ça et dont on avait peu entendu parler avant. Ouais, je te rejoins. Il y a un truc, c'est une révélation. C'est pas encore qu'il se révèle, mais Stéphane Kung qui fait les sprints et va chercher des top 5 à l'aspiration, c'est quand même dans le lot truc un peu what the fuck, on est pas mal non plus. Mais, ça illustre aussi le plateau de sprinter de la Vuelta, quoi. C'est vrai, c'est pas faux. Faut quand même mettre un peu de nuance là-dedans, mais ouais, non, il n'y a pas vraiment de. Bref, allez, Lipovic qu'on avait vu très bon sur le Tour de Romandie, je crois, et qui confirme que sur 3 semaines, ça devient sérieux. Ou s'il n'avait pas un rôle d'équipier pour Roglic, il serait pas 12e. D'ailleurs, pourquoi je dis 12e, je sais pas combien il est au général, mais il pourrait être. Il est exactement 6e, et je pense qu'il aurait été capable de se mêler à la lutte pour le podium avec Mas, avec Carapaz. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait fini, hein, parce que même avec ce rôle d'équipier, pourquoi pas, on sait jamais ce qui peut se passer sur un mouvement de course. Tu le mets dans un coup et derrière, faut rouler derrière lui, quoi. Donc tout est encore possible pour Lipovic, mais ça reste une confirmation que maintenant, ouais, c'est très très sérieux, quoi. Et puis Florian Lipovic, qui a aussi le maillot blanc, il l'a porté plusieurs jours. Il l'a au moment de cette 2e journée de repos. Bon, c'est très serré, hein, 7 secondes d'avance sur Carlos Rodriguez, 18 sur Mathias Skjelmose. Mais pour l'instant, il l'a toujours, avec cette 6e place au classement général. On verra ce qui se passera d'ici la fin de cette Vuelta. Écoutez, on va arriver tranquillement vers la fin de ce podcast. On va finir par des petits pronostics. Alors, il y a 2 semaines, les pronostics qu'on avait eus avec Théo et Johan avaient pas forcément été très concluants, puisque ça nous citait du Thymen Arensman et Adam Yates pour aller gagner. On avait eu Lennart Van Etvelt qui était cité par Théo, qui s'était bien montré sur le début de Vuelta, mais c'était limite Florian Lipovic qui était balancé un peu comme ça par Johan, je crois, qui était le plus anticipé, même si c'était un petit peu le prono très très osé à ce moment-là, lors du podcast. Mais là maintenant, si on regarde à une semaine de l'arrivée, déjà, si on doit faire le pronostic pour le podium final de cette Vuelta, ça serait quoi, votre pronostic, Louis, tiens, pour commencer? Alors, gagnant Primož Roglic, 2e place pour Enric Mas et 3e place pour Richard Carapaz. Ok, donc c'est juste, on fait sortir Ben O'Connor et derrière ça remonte, puisque c'est l'ordre actuel, hein, Roglic 2, Mas 3, Carapaz 4. C'est tout à fait ça. Titouan, quel serait ton prono? Je vais pas être très original, comme Louis, je dirais en 1 Roglic et 2 Mas. Je différerais juste de lui sur la 3e place, où pronostiquerais bien O'Connor quand même, que j'imagine pouvoir résister à Carapaz et Landa.
Mais en même temps, j'imagine aussi bien Landa pouvoir revenir dans le jeu. Donc, Quel serait ton choix? bon, allez, on va dire O'Connor. O'Connor Allez, O'Connor. pour la France, c'est des questions. Mais ouais, je vois bien même aller. Devant Landa et Carapace pour le top 5, comme ça on a le quintet dans l'ordre. Voilà, bon, du coup, vous envisagez un top 5 qui ne change pas. On change l'ordre, mais les coureurs ne changent pas. C'est un petit peu ça. Bah, après, on peut toujours espérer que David Gaudu prenne une place dans le top 5, mais bon, ou Pavel Sivakov pour rester dans les Français, mais hélas, c'est pas ce qui se profile et c'est pas ce qui a l'air le plus probable. Donc, vu que les états de forme ont pour l'instant été assez établis, que la hiérarchie s'est bien dessinée, on peut tabler sur ça, sauf abandon, sauf chute, etc. Oui, forcément, il y a des impondérables qu'on ne peut pas anticiper, évidemment. Deuxième question, prono. Alors, on en a parlé tout à l'heure, il y a quelques instants. Le classement des jeunes, le maillot blanc qui est très serré. On a 18 secondes entre Florian Lipovic, premier, et Mathias Schielmose, troisième de ce classement des jeunes. Et au milieu, Carlos Rodriguez, deuxième, qui a porté également le maillot blanc. L'Espagnol Dinos Grenadiers, qui est à 7 secondes de Florian Lipovic, qui, pour vous, va remporter ce maillot blanc, ce classement des jeunes à l'arrivée finale à Madrid? Me concernant, ça sera Mathias Schielmose. Par rapport au niveau qu'il a affiché dimanche, où on voit une montée en puissance. Et je le sens bien être le gros client du fond de top 10 pour aller chercher au moins la 6e place du général et donc le maillot blanc. Titouan, quel serait ton choix, toi, ton pronostic pour ce maillot blanc? Alors, je vais être un peu en contradiction, je suis désolé avec oui. Moi, je dirais plutôt sur Carlos Rodriguez, qui a quand même qui a un vrai grimpeur plus endurant que Mathias Schielmose. Et j'imagine bien faire le trou quand même sur le Danois sur l'étape du Picon Blanco. Lipovic, avec son rôle d'équipier, malgré sa forme, j'ai du mal à le voir batailler pour ce maillot blanc. Surtout que Carlos Rodriguez, aujourd'hui, c'est le seul leader restant de son équipe. Pareil, d'ailleurs, en vrai, pour Schielmose, qui sont les deux leaders attitrés dans leurs équipes à l'instant T. Mais ouais, donc pour ça, j'imagine bien Carlos Rodriguez, grimpeur andalou, il est local, la chaleur, il supporte bien, la pluie, il supporte bien. Donc, non, enfin, s'il est taillé, a priori, pour cette 3e semaine, donc je crois en lui, pour un maillot blanc. Eh bien, on verra ça. Dernière question. Pour l'instant, on l'évoquait tout à l'heure, on n'a pas eu de victoire d'étape française. Est-ce que ça arrivera dans la dernière semaine de cette Vuelta? Bon, malheureusement, je pense pas, à titre personnel. Il y a certes de belles étapes pour les échappés qui peuvent se jouer à la tactique, mais malheureusement, j'ai du mal à voir qui pourrait être assez fort et malin pour gagner une étape. Parmi les Français qui peuvent prétendre, il y a Quentin Paché, mais on a vu que la tactique, tactiquement et physiquement, ça pourrait être compliqué pour l'emporter. Forcément, face à Van Aert, c'est compliqué, oui. Ouais, voilà. Non, mais même dans un autre contexte, il tombera peut-être toujours sur quelqu'un meilleur au sprint, quelqu'un un peu plus malin, vu que Paché n'a toujours pas gagné chez les pros. Donc, à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Même problématique pour Rémi Rochas, qui, je crois, n'a jamais gagné chez les pros. Ou je me trompe peut-être, mais il n'a a priori jamais gagné chez les pros de mémoire. Et en échappée, il aura lui aussi toujours quelqu'un peut-être de meilleur physiquement ou tactiquement. Et Arkea, aucun n'a montré un très gros niveau sur cette Vuelta, et aucun français. Et chez Decathlon, il y a la question d'O'Connor, où ça limite quand même les libertés de Clément Berthet, Valentin Paré-Peintre, Geoffrey Bouchard, même Victor l'a fait. Et avec ça, il te manque Pavel Sivakov. Et Pavel Sivakov, c'est vrai, mais on a vu qu'il n'a pas réussi à abattre Vlasov et Castrillo, alors que après il avait beaucoup roulé, donc il a fait une grosse perf physique. Mais là, maintenant qu'il s'est replacé au général et qu'on a vu qu'il avait quand même quelques limites, j'ai du mal à aussi croire en lui pour une victoire, malheureusement, parce que ce serait très beau de le voir gagner là, mais bon, l'optimisme n'est pas de mise là. Et toi, Louis, est-ce que tu vas nous apporter un petit peu plus d'optimisme? Il nous reste 14 Français encore en course.
Est-ce qu'on en a un qui va aller chercher une victoire d'étape? Oui. Ah, Et si je devais faire un petit pronostic pour le beau jeu, Quentin Paché, étape 18. allez, je note, Oh. c'est bien. J'apprécie que tu te mouilles, on verra ça. L'étape 18, qui est une étape qui pourrait revenir au baroudeur. Hein, les étapes 17-18 sont les moins... C'est pas des étapes de montagne. Est-ce qu'on aura un sprint ou ça sera pour une échappée? C'est assez ouvert. En tout cas, il y a de quoi faire, notamment pour un coureur comme Quentin Paché, en effet. Et toi, tu crois à une victoire française, Mathieu, ou pas? Je verrais bien un petit Pavel Sivakov en montagne, hein, qui essaie d'anticiper pour attaquer et se replacer un peu au général et remporter une étape comme ça. Il a montré qu'il était fort, il pourrait en profiter. On va être, Ok. on va être optimiste aussi. On peut croiser les doigts. Tous les auditeurs, on peut toucher du bois. Voilà. Il faut y croire, évidemment. Et bien écoutez, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Louis et Titouan de m'avoir accompagné, d'avoir apporté vos analyses sur ce début de Vuelta. On en est aux 2/3, il en reste 6 étapes. 6 étapes qui vont être décisives, bien évidemment, sur ce qui va se passer d'ici la fin de cette Vuelta. Qui gagnera pour vous? C'est Primož Roglič. Vous qui nous écoutez, vous pouvez également faire vos pronostics. On verra ça donc la semaine prochaine pour le prochain podcast Chasse-Patate, qui nous permettra également évidemment de parler de l'autre grand rendez-vous de septembre. J'ai nommé le Grand Prix de Fourmies. Geoffrey n'est pas là, mais bien évidemment on est obligé de le citer. Geoffrey qui pourra aller nous chercher des petites interviews sur place dimanche prochain, que vous retrouverez bien évidemment sur le forum du groupe Eto. En tout cas, voilà, d'ici là, on va reprendre tranquillement tous ensemble avec la Vuelta. On aura aussi cette semaine le Tour de Grande-Bretagne, et donc le week-end prochain, un sacré programme, avec notamment le Grand Prix de Fourmies, bon, aussi l'arrivée de la Vuelta, la BMRC Classics, etc. Il y a de quoi faire. En tout cas, donc pour Chasse-Patate, on se retrouvera la semaine prochaine pour le débrief final de cette Vuelta. En attendant, bien vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate.